Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du groupe SLAM qui détient l'ARES-FC. Alors on va commencer par quelques petits rappels pour ceux qui n'ont pas vu mon excellente vidéo sur l'ARES-FC. L'ARES, il a été fondé en 2019 par Fernand Lopez, Benjamin Sarfati, Robin Tchalvouachou et Guillaume Néel. En 2024, de grosses modifications, acquisition par le fonds d'investissement SLAM avec Cyril Gann et création du groupe ARES-FC MMA constitué de 5 entités, 2 teams de management avec la BTT et le Management Factory, l'organisation ARES, le Fight Management College qui est une boîte de formation et le MMA Factory qui est la gym de Fernand Lopez. On va commencer par vous présenter ce qu'est SLAM. Alors SLAM, qu'est-ce que c'est? C'est un fonds d'investissement. Un fonds d'investissement, c'est quoi? C'est en fait un fonds d'argent qui va être géré par une entreprise de gestion. Ici, c'est le groupe Trail Solutions Patrimoine. Leur objectif, c'est d'investir de l'argent dans une dizaine de PME françaises pour les développer, les rentabiliser, et ensuite ils vendront le fonds fin 2023 avec leur retour sur investissement. Le modèle d'investissement, il est fait en format assurance vie, et on peut investir dans ce groupe à partir de 10 000 euros. SLAM, c'est un fonds d'investissement qui signifie sport, luxe, art et musique, donc c'est un fonds qui va détenir plusieurs sociétés dans le but de les gérer, de les contrôler et de les développer. Il va avoir une dizaine de sociétés sous sa marque, dont Ares MMA. Donc l'objectif, c'est la rentabilité. En vrai, c'est assez malin parce que SLAM, il se veut à la croisée de 4 milieux qui sont quand même assez connectés et communs. Donc ça va permettre d'avoir des sociétés qui vont faire appel les unes aux autres. Donc l'argent, elle restera dans le fonds d'investissement. Pas concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Lors d'un gala ARES, vous avez un DJ qui passe de la musique avec toute l'infrastructure audio vidéo qui va avec. Et ça, ils pourront faire appel à une de leurs boîtes qui gère de l'événementiel. Ou encore, ils vont pouvoir mutualiser des postes, par exemple un community manager, au lieu que chaque boîte ait son community manager, on aura un community manager pour gérer plusieurs sociétés. Donc ça permet d'améliorer sa rentabilité. À l'heure actuelle, au niveau de SLAM, sur les 10 entreprises qui veulent acheter, ils en ont que 3. Donc on a le groupe ARS MMA, ils ont Marcadet, qui est une agence spécialisée dans la conception, la production et la mise en scène d'événements d'exception pour des grandes maisons de luxe. Donc là, c'est 2 exemples que je vous ai mis. Donc en gros, ils font des événements marketing pour des grandes maisons de luxe ou pour des sociétés comme le Louvre. Et ils ont également une entreprise qui s'appelle Superbien, qui est un studio de création fusionnant art et technologie pour offrir des expériences immersives et sur mesure aux grandes marques, donc ça ramène du digital dans ces groupes. Donc pour faire simple, ils peuvent vous faire des choses comme l'atelier des Lumières à Paris. Donc là, j'ai essayé de vous récapituler un peu ce qu'on s'est dit avant. Donc vous avez une entreprise qui s'appelle Trail, qui va gérer le fonds. Donc Trail gère le fonds qui s'appelle SLAM. Et dans SLAM, on va retrouver les 3 sociétés dont je vous ai parlé avant, qui sont Marcadet, Superbien et Ares MMA. Donc comme je vous ai expliqué, cet organigramme il va permettre aux sociétés de faire appel aux talents des unes des autres, donc notamment SLAM pour faire appel à Marcadet ou à Superbien, et ça permet d'optimiser des coûts, par exemple ce qu'on appelle les coûts de structure, ça va être les ressources humaines ou la communication, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc maintenant qu'on a compris ce qu'était SLAM, donc c'est un fonds d'investissement, et pour que ce fonds existe, il faut des investisseurs, et c'est ces investisseurs qui vont mettre de l'argent dans SLAM. Donc, SLAM, il faut savoir qu'il surfe sur une mode entrepreneuriale qui veut mixer des domaines. Donc récemment, un petit peu dans la même idée, il y a eu le fameux projet Z, donc je ne sais pas si vous en avez parlé, c'est à Porte de Versailles, où on mélangeait un concept de musique et de start-up avec plein de discours hyper motivants. Il y avait notamment la présence de BSD. Donc c'est pas quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui marche très très bien en ce moment dans le monde de l'entrepreneuriat. Il faut savoir donc que ces investisseurs ils vont acheter des modèles d'assurance vie à partir de 10 000 euros et ces 10 000 euros ils sont bloqués sur toute la durée de vie du fonds. Trail, il va développer les sociétés, il va faire une sorte de bulle spéculative, donc ça va augmenter la valeur. Et en 2033, Trail aura normalement rentabilisé ces sociétés, et là, ils vont tout revendre. Et donc, c'est ce qu'on appelle le ROI, c'est un retour sur investissement. Et je l'ai estimé à peu près à 5% dans les 8 ans. Donc, en gros, si vous investissez 1000 euros en 2025, 8 ans après, vous récupérez 1500 euros. Donc, ça fait 50% de rentabilité sur 8 ans, ce qui est plutôt pas mal. Donc c'est là où ils sont malins, c'est que SLAM va venir se positionner sur un marché qui est peu adressé habituellement, c'est-à-dire que normalement quand on parle de start-up et de choses comme ça, on va penser à de la tech, à du marketing, et là ils viennent sur le marché d'investisseurs du sport, du luxe et de la musique qui est peu adressé. Et donc il y a de l'argent et ils vont aller le chercher là-bas. On va retrouver notamment Pierre Gasly qui vient de la F1, des footballeurs, DJ Core, Laura Flessel en escrime, ou encore Cyril Gann. Tout ça c'est des investisseurs, c'est des gens qui ont mis de l'argent
dans ce fonds à base de coût de 10 000 euros. Donc maintenant qu'on sait d'où vient l'argent, on va s'intéresser à la méthode des gens qui vont gérer cet argent, c'est l'entreprise Trail. Et en fait, ces investisseurs, ils vont aller chercher d'autres investisseurs pour améliorer l'efficacité du fonds et la rentabilité de l'opération. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis une certaine somme dans cette affaire, vous allez dire à vos potes, viens, mais aussi de l'argent, comme ça, le fonds SLAM est plus important et Trail a plus de moyens pour développer les entreprises. Donc c'est là où ils sont forts, c'est qu'ils créent un écosystème avec les investisseurs qui deviennent leurs premiers commerciaux. Et donc, il faut aussi voir que pour aller chercher de l'argent et montrer un visage dynamique, Slam et Trail ils vont utiliser le langage des startups. Et pourquoi ils utilisent ce langage? Parce que tout simplement, pour faire des levées de fonds, il faut utiliser le langage des startups à l'heure actuelle, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc on va retrouver tous les postes un peu bullshit que vous retrouvez dans les startups, avec un CEO qui veut dire en fait directeur général, un COO qui est le responsable des opérations, le CFO c'est le responsable financier, le CRO c'est le responsable des risques, le CMO c'est le responsable du marketing, etc. etc. Et c'est pour ça que maintenant à l'ARES, vous voyez énormément de personnes qui ont ces trois petits cycles, c'est ce qui permet de dynamiser le fonds et d'aller chercher des investisseurs. Ça, c'est pour information, vous le trouverez sur le site de Trail, donc c'est là où vous avez toutes les têtes qui vont venir gérer ce fonds. Donc on a surtout des gens qui viennent du monde des finances, notamment leur directeur général qui est Xavier Marin. Donc lui, il faut savoir qu'il est associé à 21 entreprises, donc on est totalement sur un profil d'investisseur et de gestionnaire d'entreprise. Et vous pouvez voir à travers cet organigramme, il y a énormément de slam, de try, donc ça veut dire que c'est découpé de partout, donc les mecs connaissent vraiment toutes les petites subtilités du métier. Côté Ares MMA, donc on avait Guillaume Nel et Camille Thierry qui sont tous les deux des CEO, donc c'est des Chief Operation Officers, et ils ont fait le recrutement de Julien Rongier, qui est un ex-directeur de stade, qui est responsable des risques chez Ares MMA, et le Chief Executive Officer, donc le directeur d'Ares. Il faut donc comprendre que l'ARES, c'est plus une entreprise qui est gérée par Fernand Lopez et ses amis avec une culture un petit peu petite moyenne entreprise, pas hyper efficace. Là, ils vont être pilotés par des personnes qui sont un peu des requins et qui vont rechercher efficacité et rentabilité. Donc il y aura sûrement de la transversalité qui sera mise en place et des passerelles entre les sociétés. L'argent doit rester un maximum dans le fond et ne plus en sortir une fois qu'il est rentré. Par exemple, on aura Marcadet qui pourra gérer l'audio-vidéo de l'ARES, ou encore Superbien qui pourra proposer des animations pour les expériences VIP qu'il propose. N'hésitez pas à aller voir l'interview de Xavier Marin chez La Sueur. Donc pour moi, j'ai trouvé personnellement cette interview très bullshit. Donc c'est vraiment cette vision des requins qui vont faire une bulle spéculative et ils la feront exploser en 2033 et tout le monde se barrera avec l'argent et on ne sait pas ce que deviendra l'ARES à ce moment-là. Cependant, ça peut avoir quand même beaucoup d'impact positif sur l'ARES MMA. Tout d'abord, ça peut dynamiser et proposer de nouvelles opportunités à l'ARES. Donc par exemple, là, ils sont en train de signer un partenariat avec Media One. Donc c'est le groupe AB en France, mais c'est surtout un groupe qui est en Europe, avec notamment AB1 et Action. Donc ça peut potentiellement ouvrir la diffusion de l'ARES en Europe. Ils ont également signé un partenariat avec Venom. On va voir également qu'ils ont signé un partenariat avec l'armée de terre, même si j'ai du mal à voir où ils veulent aller avec ça. Ça a permis aussi de structurer et de professionnaliser le groupe en place. Donc c'est sous leur impact que les classements ont été déployés pour moi. Donc je pense qu'ils vont sûrement apporter d'autres bonnes idées en copiant des organisations qui sont déjà implantées. Ils ont lancé la RS Academy, donc j'ai aucune info là-dessus, j'ai vu ça sur une offre d'emploi qu'ils proposaient, donc c'est une école de formation professionnelle, donc c'est quelque chose qui devrait apparaître dans les prochains mois, donc on a hâte de voir ce que c'est. Donc l'acquisition aussi de la BTT, c'est ce qui va permettre sûrement à la REF de retrouver sa place d'organisation française de dernière marche avant l'UFC, donc c'est ce que j'appelle des organisations de niveau 3, je l'explique dans une autre vidéo. Ça c'est bien parce que Lopez était un peu fâché avec l'UFC, donc là l'UFC rouvrira sûrement les portes à l'ARES, et donc ça peut être un super tremplin parce qu'on manque de gens d'organisation en France. Également pour moi avec tout ce qu'ils sont en train de mettre en place, ça va permettre d'organiser plus d'événements parce qu'il y aura plus de moyens, et donc de redynamiser cette organisation et peut-être réutiliser beaucoup plus l'ARES Studio d'Aubervilliers. Donc on rappelle, c'est une sorte d'UFC Apex, c'est une salle qui appartient à l'ARES et qui leur permet d'organiser des petits galas avec beaucoup de sessions VIP à l'intérieur, donc ça peut être hyper intéressant. Et enfin, Xavier Marin, c'est ce qu'il dit dans l'interview de La Sueur, c'est qu'ils vont mettre des partenariats avec d'autres organisations, donc à voir comment ça va se passer, mais ça peut être hyper intéressant d'avoir des passerelles vers le KSW ou autre
pour ne pas fermer l'ARES, parce qu'on sait que l'ARES, ils ont tendance à être exclusifs. Si vous signez chez eux, vous ne pouvez combattre nulle part. Et comme ils avaient un faible rendement de gala, bah, c'était pas hyper intéressant en termes de carrière d'aller chez eux. Donc là, une ouverture avec d'autres organisations, bah, ça fait un peu comme le KSW avec les hexagones, ça permet de taper au KSW et à l'hexagone pour, si on veut combattre et faire des thunes, et ben c'est possible. Qui dit positif dit négatif, donc là on va regarder les impacts négatifs de la RSMMA. Donc le premier problème pour moi, c'est la recherche de rentabilité. On va avoir un risque par exemple de mise en place de PPV pour cette organisation, ou, c'est déjà ce qui avait ici à commencer à être annoncé, de partir faire des galas à l'international au déficit de la France. Donc on risque de perdre une de nos organisations à cause de ça. Avoir également l'inclusion des 7 autres sociétés, donc le groupe SLAM pour l'instant on est à 3 sur 10 sociétés, il en manque 7, et il faut voir ce qu'ils vont acheter comme 7 autres sociétés. Et on espère que les intégrations de ces autres sociétés seront saines et non au détriment des humains, parce qu'il faut savoir que les rachats de sociétés c'est toujours hyper compliqué. Donc le deuxième sujet qui m'inquiète, c'est la nécessité d'être chez la BTT ou chez MMA Management chez Lopez pour pouvoir accéder à l'ARES. Donc il semble qu'ARES soit en train de verrouiller tous les accès pour forcer les combattants à signer dans l'ARES MMA. Donc là, on a 4 signatures sur ce début avril, les 4 sont à la BTT. La France, elle est aussi en déficit de niveau 3, donc ça va être... Et donc il y a un risque aussi pour les combattants des roosters en dehors de la BTT ou du MMA Management d'être dévalorisés ou de moins combattre, parce que ça va être géré par ces mêmes matchmakers. Si on prend par exemple le classement des poids moyens qui est sorti récemment, on a quand même la moitié du rooster qui vient de l'ARES MMA, c'est-à-dire qu'on a de MMA Factorien et Hugo Guillon qui vient de la BTT. Ensuite, il faut faire attention aux programmes VIP qui vont polluer la communication de l'ARES. Donc on peut voir qu'ils commencent déjà à utiliser des techniques qui viennent du luxe. On fait croire que les places sont rares, chères à demander. Le carré VIP est déjà sold out. Et donc dépêchez-vous, manquez pas votre chance. Et là on vous balance les ringside platinum, les ringside gold et tout ce qui va avec. Et enfin, le dernier point d'attention, c'est le fonds prend fin en 2033. Donc, qu'est-ce que deviendra cette organisation par la suite? Est-ce qu'elle sera rachetée par un autre fonds? Est-ce qu'elle partira en liquidation? Donc ça, c'est quelque chose, on n'a aucune vision là-dessus. Et il faut voir qu'en juin 2024, quand il fait son interview, Marin, il est même pas honnête là-dessus, parce qu'il indique une vie à 5 à 7 ans du fonds, alors que c'était pas vrai. La fin du fonds, elle est en 2033. Donc la conclusion sur cette vidéo, c'est quoi? C'est que le rachat, ça peut dynamiser l'ARES, qui peut proposer de belles choses dans les prochaines années. On l'a vu, ils ont déjà mis en place des rankings, ça commence déjà à bouger, donc ça c'est très bien. Mais cependant, attention, il ne faut pas prendre en otage le MMA français en verrouillant les accès ARES avec Lopez et Pelletier. Et enfin, quid du coup prêt après 2033? Donc je pense que ce serait bien qu'ARES améliore sa communication sur ces sujets. Et voilà, c'est tout pour moi sur cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre qui était Slam, Try et ce qu'allait devenir l'ARES dans les prochaines années. Je vous souhaite à tous une très belle journée.